Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, à l'orée de laquelle je voudrais rendre hommage à David Kessler, l'ancien directeur de France Culture, qui est mort cette semaine, qui avait été un directeur de France Culture avec une haute idée du service public, qui était un homme de haute préoccupation philosophique et religieuse, et quelqu'un qui, dans bien des aspects de sa vie personnelle, y compris dans les dernières semaines et dans les derniers moments, avait fait preuve de beaucoup de courage. C'était de surcroît un ami fidèle et souriant. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Notre prochaine émission en public aura lieu le 8 mars à l'école alsacienne et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui se demande cette semaine que cache la haine des riches. Et en voici la présentation. Aux États-Unis, au cours des 40 dernières années, la part du patrimoine détenu par les 0,1% les plus riches a triplé, passant de 7 à 20%, ce qui équivaut à ce que possède l'ensemble des 90% les plus pauvres. Cet accroissement des inégalités paraît à beaucoup d'autant moins supportable que les plus riches bénéficient de régimes fiscaux plus favorables, voire échappent partiellement à l'impôt. Faut-il s'en offusquer? Et plus prosaïquement, est-il possible de les faire payer davantage? C'est un numéro du 1 dans lequel se croisent des avis contrastés. Je ne résiste pas à reprendre de l'article de Pierre-Henri Tavoyot, le philosophe, un texte de Victor Hugo, extrait des Misérables. Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. Le premier problème contient la question du travail. Le deuxième contient la question du salaire. Dans le premier problème, il s'agit de l'emploi des forces. Dans le second, de la distribution des jouissances. Du bon emploi des forces résulte la puissance publique. De la bonne distribution des jouissances résulte le bonheur individuel. Par bonne distribution, il faut entendre non distribution égale, mais distribution équitable. La première égalité, c'est l'équité. De ces deux choses combinées, puissance publique au dehors, bonheur individuel au dedans, résulte la prospérité sociale. Prospérité sociale, ça veut dire l'homme heureux, le citoyen libre et la nation grande. Fermez le banc, c'est dans Victor Hugo, Les Misérables, et c'est cité par Pierre-Henri Tavoyot dans son article du 1. Nous vivons de vos contributions qui peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Je rappelle que les attestations fiscales sont envoyées par J'aime l'info quelques semaines avant la date de dépôt des déclarations. Personnellement, je remercie au nom de l'Esprit Public Agnès Robigère, Benoît Picard, Claude Fouché et Marc Masse. Béatrice Gibelin. Je remercie à mon tour Louis Carle, Georges Berman, Isabelle Texier, Clotilde Roche de la Rigaudière. Nicolas Bavrez. Au nom du Nouvel Esprit Public, je remercie Jean-François Boulet, Kevin Benamou, Amdel Chek et Jean-Yves Amaudru. Richard Verly. Un tout grand merci à Anne et Pierre Kastner, Emmanuel Gentilhomme, Sylvie Saint-Martin, François Luçon. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, nos remerciements vont à Walid Ben Ismaïl, à Joël Constant, à Antoine Gallion et à Philippe Hénaf. Merci à elles, merci à eux et merci à celles et à ceux qui vont suivre leur exemple. Nous allons maintenant nous intéresser à la situation de la Macronie qui bat la campagne au figuré, tout en essayant de la faire au propre. Depuis quelques jours, la Macronie multiplie les bévues. Florilège, le Conseil d'État a étrié fin janvier les textes sur les retraites avant de retoquer la circulaire Castaner sur l'étiquetage politique au municipal. Le président de la République a posé avec un t-shirt dénonçant les violences policières, provoquant la
colère des syndicats des forces de l'ordre. Dans l'avion qu'il ramenait le 23 janvier de Jérusalem, Emmanuel Macron a évoqué sa politique mémorielle, affirmant que la guerre d'Algérie pourrait avoir, je cite, à peu près le même statut que celui qu'avait la Shoah pour Chirac en 1995. Fin de citation. Les réactions indignées ne se sont pas fait attendre et le président a procédé à un rétropédalage, niant avoir fait une équivalence, mais admettant seulement un parallèle dans le cadre d'une réflexion, je cite, sur les sujets mémoriels dans leur ensemble qui disent quelque chose de ce que vous voulez faire de votre pays et de votre géopolitique. Fin de citation. Pour avoir insulté l'islam sur son compte Instagram, une lycéenne de 16 ans, Mila, est menacée de mort, de viol et d'égorgement. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, a déclaré la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, alors que le délit de blasphème n'existe pas en France et que la jurisprudence constante, aussi bien dans l'Hexagone qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, fait une distinction entre insulter une religion et insulter les croyants. Le rejet, le 30 janvier, par la majorité La République En Marche, d'une proposition de loi du groupe UDI Agir qui visait à instaurer un congé de deuil de 12 jours plutôt que de 5 pour le décès d'un enfant, a provoqué un tollé dans les rangs de l'opposition et une vive agitation dans la majorité. C'est finalement l'Élysée qui est intervenu en faisant fuiter qu'Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité. Depuis le début du quinquennat, près d'une vingtaine de députés ont rompu avec le groupe En Marche à l'Assemblée. Sur cette question, Richard Verly. Cher Philippe, la difficulté croissante pour les correspondants étrangers dont je suis, c'est d'expliquer comment la mécanique Macron s'est déréglée. Et pourquoi elle se dérègle ? Parce que, et je tiens à le dire, vu de l'étranger, Emmanuel Macron continue d'avoir quand même encore une excellente image de réformateur de la France. Le problème, c'est que le fossé devient de plus en plus grand entre cette image qu'il projette et qui aboutit à l'afflux d'investissements internationaux vers la France, on l'a vu récemment, et la réalité du terrain dans laquelle nous sommes et où effectivement on voit que par plein de bouts, par plein de morceaux, ça se délite et qu'il y a cette impression de délabrement. Alors moi, je l'attribue à plusieurs facteurs. Premièrement, alors il est vrai que vous avez fait une présentation qui met ensemble des éléments tout à fait différents quand même. Et je voudrais mettre peut-être à part l'élément mémoriel et de la guerre d'Algérie. C'est un élément sur lequel vous vous souvenez que pendant la campagne présidentielle, il était déjà intervenu en parlant de la colonisation, d'un éventuel crime contre l'humanité. Je pense que là, pour le coup, il y a une cohérence qu'on peut contester, mais cohérence réelle de la part d'Emmanuel Macron qui veut rouvrir ce pan de l'histoire parce qu'il estime sans doute que sa génération et les générations suivantes n'ont pas la même perspective que celles qui les ont précédées. À part cet aspect sur la guerre d'Algérie, que voit-on ? On voit que la disruption macronienne, eh bien maintenant, elle s'attache à des sujets vraiment impossibles à comprendre. Et là, je fais référence au t-shirt LBD. En quoi le président de la République a besoin, par souci, a-t-il dit, d'incarner tous les points de vue qui existent en France, d'aller s'afficher avec ce t-shirt qui est quand même une provocation pour des forces de l'ordre dont on sait qu'elles sont en situation compliquée. J'avoue, là, que personnellement, je ne comprends pas. C'était au Festival de la bande dessinée, mais ceci n'explique quand même toujours pas cela quand on est à la tête de l'État. Deuxièmement, j'ai l'impression que c'est tout à fait déréglé du point de vue du calendrier. Pourquoi une telle précipitation sur la réforme des retraites ? On veut aller vite à tous les niveaux. Il faut avancer sur une réforme dont on a compris, un, qu'elle est capitale pour la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron dit qu'il veut la faire. Et deux, qu'elle est quand même rejetée par une forte partie des Français qui ne la comprennent pas. Eh bien, au lieu de prendre du temps, on l'a vu depuis le début, au lieu d'essayer de convaincre, on a l'impression que le pouvoir ne veut plus convaincre, il veut passer cette loi, quitte à ce qu'il y ait des obstacles, en se disant que de toute manière, l'essentiel, c'est de passer au milieu des icebergs et de ne pas en prendre un qui ferait naufrager le bateau. Ça me paraît extrêmement risqué. Donc, une maîtrise du calendrier qui, moi, me pose question. Enfin, autre chose, et ça va avec, c'est la précipitation et le fait qu'un certain nombre de ministres de ce gouvernement, réputés très bons professionnels, Madame Belloubet, ministre de la Justice, est une ancienne membre du Conseil constitutionnel, éminente professeure de droit, Madame Pénicaud, ministre du Travail, a été longtemps à la tête de ressources humaines de grands groupes industriels. On peut penser que ces dames ont une grande expertise, mais visiblement, elles ne savent pas gérer ce qu'est le monde accéléré de la communication d'aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi l'expression, elles se prennent les pieds dans le tapis, et de manière quand même assez lamentable en ce qui concerne Madame Belloubet,
à propos de sa réflexion sur cette jeune adolescente qui a mis cette phrase sur l'islam sur son compte Instagram, et d'autre part, Madame Pénicaud à propos du congé pour les parents d'enfants mineurs décédés. Donc tout cela aboutit à ce que Emmanuel Macron, que l'on avait présenté comme le maître des horloges, il est aujourd'hui à la tête d'un mécanisme qui se dérègle, d'engrenage qui patine. C'est la Suisse qui parle. Absolument, vous l'avez bien compris. Et donc on ne voit plus la bonne heure. Nous ne savons plus à quelle heure vit ce quinquennat, et c'est quand même très préoccupant parce que, et tout ça s'explique, on est à la veille d'une élection qui va être un vrai baromètre pour la Macronie, qui sont les élections municipales, avec leur premier tour le 15 mars, et qui va montrer si oui ou non cet élan, ce mouvement, puisque quand même ça s'appelle la République en marche, Jean-Louis Bourlange en sait quelque chose, eh bien est-ce que ce mouvement avance toujours ou est-ce qu'il fait du surplace, voire est-ce qu'il recule? Apparemment, selon les sondages, c'est plutôt une gifle que la Macronie s'apprête à prendre sur le terrain local. La violence de ce que la jeune Mila a dit de l'islam n'est rien à côté de ce qu'un Suisse dit quand il dit qu'on a perdu la maîtrise des horloges. Béatrice Gibelin. Oui, visiblement, il y a un brouillage, une perte de repères. Ce gouvernement de techniciens compétents, rationnels, qui allait donc prendre les bonnes décisions puisqu'il connaissait bien le dossier et qu'il était très rationnel, et que tout ça allait nous amener dans le bon sens. On a déjà eu des exemples ailleurs de gouvernement très technique et qui se voulait ni de droite ni de gauche, donc d'une certaine façon au-dessus des idéologies politiques. On a connu ça en Italie. Il y a eu il y a très longtemps, dans les années 60, en 67, un mouvement qui s'appelait Technique et démocratie. J'ai recherché des choses dessus. Je les ai pas retrouvées en France, juste avant 68, où c'était de beaux esprits, déjà énarques, Sciences Po énarques, ou polytechniciens qui avait imaginé qu'on pouvait penser un gouvernement au-dessus, évidemment, de ces tendances de gauche et de droite. Donc c'est une vieille illusion de penser qu'on peut se passer, au fond, de l'ancrage politique. Et au fond, qu'est-ce qu'on a comme ministres qui tiennent à peu près la route? C'est Bruno Le Maire, qui est quand même un politique. C'est Darmanin, qui est un jeune politique visiblement talentueux. C'est Jean-Yves Le Drian, qu'on appelle pour aller intervenir et calmer le jeu à certains endroits. Voilà, enfin, c'est des hommes politiques avec une réelle expérience. Bien. Ceci étant dit, quand on est à la tête d'un très très grand nombre de députés dans une majorité absolument écrasante, qu'on a voulu y mettre de la société civile très différente, de tas de gens qui s'étaient engagés dans l'enthousiasme, mais au fond ils connaissent pas du tout le métier, qu'on en ait 20 qui s'en aillent après 2 ans et demi passés, bien sonné presque 3, je dois dire que ça ne m'étonne absolument pas que sur une masse comme ça, avec beaucoup de gens qui avaient des sensibilités de gauche, parce que le centre-gauche a beaucoup aidé Macron à gagner ces élections, qu'on en ait 20 qui s'en aillent et que ça fasse des tensions, honnêtement, ça ne me surprend pas. Maintenant, ce qui est tout à fait net, si vous voulez, c'est une sorte... Je repense à ce qui se disait à l'époque du précédent président, c'est-à-dire François Hollande, des erreurs de communication. On a beaucoup tendance à mettre sur des erreurs de communication, ce qui, à mon sens, traduit quand même un éloignement d'un ancrage local. On ne va pas mesurer grand-chose puisqu'ils ne sont pas sortants, les Républiques en marche aux élections municipales. Ils seraient sortants, on mesurerait sans doute la gifle beaucoup plus forte. Ils se sont mis un objectif, après avoir pensé qu'ils ramasseraient la mise des grandes métropoles, ils se sont mis un objectif très modeste, qui est de l'ordre de 10 000 élus municipaux sur les 500 000 qu'on a. C'est quand même un objectif qui est, tout en se mettant sur des listes qui sont à la fois de gauche, à la fois de droite, et partant sur leur propre couleur dans un nombre de villes de plus de 9 000 habitants, qui est quand même très limité, puisque je crois que c'est de l'ordre de 700 ou quelque chose comme ça. Donc, on aura du mal à évaluer ça, mais
Et ça sera interprété de cette façon-là, parce que Paris sera difficile à gagner, ça ne sera pas Nantes, ça ne sera pas Marseille, ça ne sera pas forcément Lyon non plus. Donc, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent pour apparaître comme étant vraiment dans un mouvement de la Macronie. Donc, ça va être extrêmement difficile. Et comme Richard l'a rappelé, le gros problème d'avoir eu au fond 2/3 des Français favorables à la retraite en janvier 2019 et en avoir plus de 60% aujourd'hui qui pensent qu'il faut retirer cette loi, ce qui est quand même un échec retentissant. Alors on risque de passer effectivement à marche forcée, peut-être au 49-3, ce qui sera un déni évidemment de démocratie, alors qu'on prenait évidemment l'opposé, et les conséquences, parce qu'on va vers des élections présidentielles qui vont se rapprocher, peuvent être extrêmement importantes. La chance de la Macronie dans tout ça, c'est que quand même, à gauche, on ne voit pas quand même qu'est-ce qui pourrait incarner correctement le mouvement de gauche large ou d'une gauche de gouvernement. Et quant à droite, c'est pas plus net non plus. Bon, mais c'est, j'allais dire, des victoires par défaut. C'est parce que les autres adversaires ne sont pas à la hauteur qu'on pourrait s'en sortir, ce qui n'est quand même pas glorieux. Nicolas Bavrez. C'est vrai qu'on vit un moment très important du quinquennat avec sans doute la perte de contrôle par le président et de la situation du pays et de la situation de sa majorité, et sur fond d'une situation qui est très, très dégradée. Donc, il y a 4 plans préoccupants. D'abord, le plan politique. C'est le cardinal de Retz qui disait que pour un homme d'État, il tient encore moins de dire des sottises que d'en faire. Et là, c'est vrai qu'on a un florilège qui a été rappelé de la part du président, de la part de certains ministres. On a un début de crise entre le président, sa majorité et le gouvernement. On a également des problèmes juridiques sérieux avec le Conseil d'État qui n'est pas du tout une institution. Alors, on commence à le critiquer aujourd'hui comme on a l'habitude de critiquer l'État de droit, mais le Conseil d'État n'a fait que son travail en faisant un commentaire sévère sur le projet de réforme des retraites. On vient d'en parler, mais c'est quand même incroyable qu'après 2 ans et demi, on n'ait pas le moindre chiffrage, pas une étude d'impact sérieuse sur ce que recouvre quand même. C'est un élément fondamental du contrat social, c'est 14% du PIB. On y touche sans même savoir où on va, ce qu'on va faire et combien ça va coûter. Et par ailleurs, la circulaire Castaner, l'idée de ne pas comptabiliser dans la réalité, de ne pas tirer aucune conséquence du vote de 53% des électeurs, c'était quand même quelque chose d'extravagant. Et le dernier plan, c'est le plan social, avec 2 mouvements, les Gilets jaunes et ce mouvement de grève, dont on voit que maintenant, on a des conflits sociaux sans fin, comme on a des guerres sans fin. Et ça entretient un climat extrêmement délétère de violence. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, donc, c'est la perte de contrôle par le président et de la situation du pays et de la situation politique. Alors, comment ça s'explique ? Je crois que ça a été dit, mais il faut le rappeler. Premièrement, Emmanuel Macron a mis en place un système de pouvoir qui est une espèce de pyramide inversée, où tout dépend de la décision de 2 hommes, et c'est insupportable et ça ne peut pas marcher. Et ce technopopulisme va avec un très grand mépris pour les partis, même le propre parti du président, pour le Parlement, pour les corps intermédiaires, pour la société civile, pour les élus. Et aujourd'hui, la politique est en train de se venger. La deuxième chose, c'est qu'il y a une extrême faiblesse sur les fonctions régaliennes qui sont décisives. On l'a vu avec 2 ministres, M. Castaner et Mme Belloubet. Mais depuis le début, toute cette partie régalienne qui est déterminante dans ce moment de crise populiste n'est couvert en réalité ni par le président, ni par des ministres qui seraient à la hauteur. Et la dernière chose, c'est que face à cette difficulté, on voit les limites du en même temps. C'est un slogan électoral génial, et c'est vraiment Mendès France qui avait raison, présider, gouverner, c'est choisir. Donc, la stratégie du en même temps interdit
de présider et de gouverner dans une période de choc. Et pour finir avec le jugement, moi, je ne partage pas l'optimisme qui est de dire que c'est une chance de ne pas avoir de droite et de gauche aujourd'hui. Je pense que c'est un très grand péril, non seulement pour la Macronie, mais c'est un péril surtout pour notre pays. On a un président qui maintenant se délégitime lui-même. On a un parti LREM qui est un parti zombie, qui délaisse des pans entiers du territoire. On a une majorité qui se délite avec... il faut rappeler qu'il reste aujourd'hui à peu près 300 députés En Marche. Donc, on n'est plus très loin. S'il en part encore 20, pour le coup, il n'y a plus de majorité absolue. Donc, ce sera à Jean-Louis Bourlanges et à ses amis du MoDem de venir au secours à ce moment-là du président pour assurer une majorité. Et on a une démocratie qui est asphyxiée avec une montée de la violence qui est partout. Donc, il y a deux grands malentendus. Le malentendu de 2017, c'était de croire qu'avec Emmanuel Macron, la France était finalement immunisée contre le populisme, alors qu'elle est, avec l'Italie, le pays le plus fragile à cause de sa crise qui dure depuis 40 ans, plus le choc de l'onde populiste, et que la réponse Macron a été une réponse extrêmement ambiguë. La campagne était participative, ouverte sur la société civile, l'exercice du pouvoir et celui d'un technopopulisme. Et puis l'autre malentendu qui a été rappelé, qui va finir par éclater, c'est qu'on ne peut pas durablement avoir une forte image à l'étranger, vouloir agir et attirer des investissements étrangers et ne pas être capable de tenir le pays politiquement et de ne pas faire des réformes. Et ça, tôt ou tard, aujourd'hui, il est vrai que les choses sont séparées, qu'il n'y a pas trop de conséquences extérieures de l'affaiblissement intérieur du président, mais ça ne durera pas éternellement et on aura là aussi une tension qui va, je pense, être de plus en plus sensible et qu'on voit déjà en Europe. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un problème très difficile à aborder parce qu'il est totalement multiforme. Je veux dire que d'où qu'on s'en saisisse, on est toujours confronté à des contradictions. Le problème étant de savoir si ces contradictions forment elles-mêmes un nœud cohérent ou si c'est pas un ensemble de choses, la jeunesse et le côté un peu provocateur de la personnalité de Macron qui effectivement accentue toutes les tensions, renforce toutes les tensions, accentue durcit tous les angles, etc. Si c'est un problème idéologique, qui est d'ailleurs absolument transnational, que le problème de la remise en cause de toutes les valeurs sur lequel Nicolas vient d'écrire un livre, et qui mettent le populisme, et c'est une idéologie très puissante, très forte, et qui, je crois que c'est un point nouveau, commence à se stabiliser. Bon, il ne s'est pas stabilisé encore en Italie. L'élection de Bologne montre que Salvini n'est pas encore au bout de ses peines, mais enfin, il s'est sérieusement stabilisé d'une manière assez humaine, d'ailleurs assez intelligente, au Royaume-Uni derrière Boris Johnson, et il est en train de se stabiliser avec une pulvérisation du Parti démocrate aux États-Unis. Donc, on a des ensembles idéologiques qui sont très différents de ce que voudrait représenter Emmanuel Macron et qui ne relève plus simplement, comme on a pu longtemps le dire, d'une logique protestataire, tribunicienne, rassemblant des mécontents, mais incapable de former une alternative de gouvernement. Donc on a ça. On a une histoire spécifique française, qui est l'allergie française au libéralisme, qui est quand même quelque chose de très profond. La France a été constituée par son État depuis Capet. Enfin, c'est quand même les 3 premiers siècles de Capétien. C'est une œuvre politique extraordinaire, d'ailleurs, de ces gens qui avaient en plus 30 ans chacun pour gouverner. La France est faite avec la bonne santé des Capétiens. C'est des gens qui vivaient beaucoup plus longtemps que leurs congénères et qui régnaient 30 ans. Alors, même quand on est crétin héréditaire, au bout de 10 ans, on finit par comprendre un peu comment ça marche. Donc, puis c'était pas tous crétins, loin de là. Mais on a, cette identification à l'État fait que la remise en cause, sous l'effet de la mondialisation, sous l'effet du capitalisme, sous l'effet de toutes ces puissances internationales non étatiques, c'est une grammaire qui est
totalement illisible pour les Français. Et ça c'est générateur d'une angoisse très importante. Alors on a ça, moi, je ne suis pas d'accord je crois que la disparition ou la marginalisation, puisqu'elle reparaît sous certaines conditions de température et de pression dans le débat municipal, la disparition ou la marginalisation du droite-gauche n'est pas imputable à Macron. Je pense que Macron en est le produit, il n'en est pas l'auteur. Et que on peut dire que c'est dangereux, évidemment que c'est dangereux, mais le critère fondamental, la droite-gauche n'a pas disparu, mais le critère fondamental, c'est devenu l'ouverture, la fermeture, le respect des droits, le respect du droit, l'acceptation démocratique, une économie fondée sur l'initiative individuelle ou pas. Et il y a des gens à droite et des gens à gauche, avec évidemment des tempéraments très différents qui défendent ça. Et il y a des deux côtés des hordes massives qui s'y opposent. Et c'est ça qui a provoqué le macronisme. Le macronisme est né de la nécessité absolue pour les démocrates et les libéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche, de se réunir pour éviter effectivement une domination de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Donc, bon, en revanche, ce qui a été, c'est sur l'aspect politique que vous avez signalé les uns et les autres, ce qui était faux dès le début dans le macronisme, c'était l'idée qu'on pouvait renoncer à la politique et qu'on pouvait substituer quelque chose de technique. Moi, quelque chose qui m'avait fait tiquer pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est que quand il refusait la droite et la gauche, il invoquait toujours l'efficacité. C'est une valeur inexistante. Et bien sûr qu'il faut mieux être efficace qu'inefficace. Bon, ça, c'est évident. Mais c'est pas du tout de même nature. Là, je me demande, il a vraiment pas lu les grands auteurs qu'affectionne Nicolas, et moi, plus modestement, parce que je n'ai pas écrit sur eux, mais comme Max Weber ou Raymond Aron, où on sait très bien que le jeu politique est d'une autre nature que le jeu technique, que comme dit Max Weber, c'est un va-et-vient entre le réel et les valeurs. C'est sur des valeurs. La politique, ce sont des idées, disait Thibaudet, et ce sont des valeurs qui déterminent les politiques. On est pour certaines valeurs, et ensuite on essaie de s'accrocher au réel, et c'est là où la politique devient tragique, parce que le réel ne répond jamais pleinement à vos attentes. Mais en tout cas, les valeurs sont centrales. Or là, on a eu des gens bien intentionnés d'ailleurs, qui sont arrivés en disant « nous, on vient du monde de l'entreprise, on veut que le parti fonctionne comme une entreprise ». Tout ça, c'était idiot. Une entreprise, c'est fait pour faire du profit. Un parti politique, c'est pas fait pour faire du profit. C'est fait pour faire autre chose. C'est fait pour faire adhérer des citoyens libres qui sont pas des salariés, des citoyens libres à des valeurs que l'on défend. Et là, on voit bien une série d'erreurs. Au lendemain des européennes, nous l'avons dit d'ailleurs au Modem, et nous n'avons pas été les seuls à le dire, Bayrou, moi et d'autres, on l'a dit, c'est aberrant d'avoir considéré qu'un succès brillant, relatif, mais brillant aux européennes, pouvait avoir une incidence sur le comportement, sur les élections municipales. C'était deux logiques entièrement différentes. N'importe quel politicien de sous-préfecture le sait. Et eux, non, ce sont des politiciens qui ne sont pas de sous-préfecture, ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, on les voit accrochés en disant « il faut défendre notre bilan ». Nous leur expliquons, nous les aimons, nous les rencontrons, etc. Nous leur disons, personne n'est jamais élu sur son bilan. On est élu sur son projet, on est élu sur l'idée de mobiliser un pays vers quelque chose qu'a fait Macron. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été élu. Maintenant, il faut repenser à ce qu'on va proposer dans les 5 années qui viennent, les 2 années qui nous séparent des élections, et puis les 5 années qui suivent. Il faut donc les 7 années qui viennent. Il faut repenser, il faut voir l'avenir. On n'est pas élu sur son bilan. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait. Je terminerai en disant que l'un de mes amis dit toujours qu'il y a 3 phases il m'avait dit ça au moment où Blair avait fait une déclaration au moment de l'affaire d'Irak. Il y a 3 phases dans l'histoire des gouvernements. Parce que, évidemment, ça ne va jamais. Comme disait, vous savez, la fameuse phrase de Lavis à l'impératrice Eugénie, qui lui disait « Mais monsieur le professeur », parce qu'il était précepteur du prince impérial, ce qu'il a dissimulé après, parce qu'il voulait être bon républicain, mais il avait posé la question, l'impératrice avait posé la question « Mais à quel moment ça s'est bien passé en histoire ?» Et Lavis lui dit « Madame, ça ne s'est jamais bien passé, ça ne se passe jamais bien. » Et je crois que c'est vrai, donc ça se passe jamais bien. Et là, face à cela, il y a 3 attitudes qui sont maintenant cycliquement définies.
première phase du gouvernement, c'est la faute de mes prédécesseurs. Ah, ce qu'on a fait depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, enfin ça on peut aménager le passé, etc. Ça ne va pas, nous allons. Puis alors au bout de 2 ans, ça ne va pas. Évidemment, ça ne va toujours pas, puisque principe de la vis. Alors à ce moment-là, que fait-on ? Eh bien, on dit, c'est qu'on communique mal. On explique mal. Il faut être pédagogue. Alors on essaie, on change les porte-paroles, on change, etc. Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Et la troisième phase, ça consiste à dire « l'histoire me donnera raison », et là, c'est que la fin est proche. Richard Verlet. Oui, j'aurais un point de désaccord avec Jean-Louis sur la question du bilan. Je pense que on peut être réélu sur un bilan, et c'est toujours le pari d'Emmanuel Macron, mais à condition d'être gagnant, à condition d'apparaître comme un vainqueur, à condition de donner l'impression d'avoir eu raison. La difficulté aujourd'hui d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est qu'il a peut-être un bilan, il a sans doute un bilan, mais plus personne ne le comprend, et surtout plus personne ne comprend en quoi ce bilan va aider la France à aller mieux dans les prochaines années, disons dans la prochaine décennie qui démarre. Et à mon avis, c'est ça le problème. Un tout petit mot. Je peux dire un tout petit mot là-dessus. Oui. Alors, Jean-Louis, pour répondre à Richard, mais... Je crois que c'est ce que dit Richard, c'est la grande différence entre les Suisses et les Français. Nicolas Bavrez. Alors, je voulais juste dire un mot pour revenir au caractère dangereux de la situation et pourquoi l'effondrement de la droite et de la gauche ne sont pas du tout une bonne nouvelle. C'est que très clairement, aujourd'hui, quand on regarde le paysage, ça veut dire que on a une possibilité de victoire du Front National en 2022, ce qui avant était exclu. Et ça, c'est un changement qui est un changement fondamental. Et l'autre chose que ça implique, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron, c'est quand même la conséquence de tout ce qu'on vient de dire. Le nœud, il existe, c'est Emmanuel Macron lui-même. S'il ne change pas son système de pouvoir, son style et son comportement, il sera un nouveau président d'un seul mandat. Et ça pose la question quand même aux forces d'opposition, une droite et gauche républicaine, parce qu'après tout, eh bien, le principe de responsabilité s'applique aussi à l'opposition. Ça rend indispensable d'essayer de faire renaître entre précisément un président affaibli avec un parti zombie et une extrême droite qui continue d'ailleurs à être plutôt médiocre et beaucoup, heureusement, moins efficace sûrement que par exemple Salvini en Italie. Mais cette extrême droite médiocre, elle peut quand même aujourd'hui être élue par défaut. Et donc, il est vital pour la démocratie dans notre pays de faire renaître une offre crédible à gauche et à droite. Oui, on peut toujours le dire. Moi, je trouve aussi que c'est absolument dommageable d'avoir une droite en lambeaux et une gauche qui n'est pas plus brillante. Une droite extrême et une gauche extrême. Voilà, on a une gauche extrême qui ne va pas si bien que ça et une droite extrême qui ne va pas si bien que ça, ne serait-ce que sur le plan financier. Dans la mesure où le père de Marine Le Pen réclame ces 4 millions qu'il a prêtés et elle va toucher 5 millions de la part de l'État, le parti va toucher 5 millions. Il en prend aussitôt 4, il en restera 1, et où ses créanciers russes lui demandent maintenant de rembourser. Ne pas avoir d'argent pour faire une campagne, c'est aussi un problème. Mais ce qui prouve bien qu'il n'y a pas, en fait, de structure, j'allais dire, politique, pensée de valeur, comme l'a dit très justement Jean-Louis, c'est ce parti le RM est incapable de faire, par exemple, un congrès où on discuterait d'un projet de valeur. Il ne se passe rien dans ce parti. C'est quand même tout à fait étonnant. Pourquoi ils n'arrivent pas du tout à se structurer ? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Moi, ça me semble être quelque chose de tout à fait et extrêmement inquiétant, évidemment, pour ce parti. J'ai pas dit que non, mais le seul projet, c'était Emmanuel Macron. Mais avec le temps, il pouvait se mettre à penser à un certain nombre de choses. Je crois que Béatrice a raison sur un point. L'un des problèmes, depuis le début, moi, j'avais estimé qu'il fallait absolument qu'il y ait un parti. Les partis ont mauvaise presse, mais les partis sont irremplaçables. Les partis, c'est là où s'élabore quelque chose qui n'est pas la réunion des retraités, des différentes catégories qui s'affrontent, mais un projet national pour la France, etc. Or, ils ont refusé. Le parti n'existe pas. On clique quelque chose. Donc, forcément, ce n'est pas un chaudron. Il ne se passe rien. Le bœuf bourguignon ne mijote pas. C'est pas. Alors, il faut que pour que ce soit bon, il faut que ça mijote et que à un moment on le serve. Bon, c'est ça qui ne va pas. Et alors, une des entrées qui est liée au populisme et qui va plus loin et qui est liée à l'histoire de la démocratie française, c'est quand même la mise en cause
complète. On a en France à la fois la mise en cause de la démocratie représentative, qui est générale dans le monde, qui est vraiment, il y a une mise en cause, et le fait que nous ne sommes pas une démocratie représentative. Nous n'avons pas joué vraiment la carte de ce que représente un pouvoir parlementaire organisé mais libre, un dialogue des pouvoirs équilibré, un bicamérisme qui sert à quelque chose au lieu de ne servir à rien. Tout ça nous manque et donc on est à la fois prisonnier de la crise de la démocratie en général et des excès quand même de la réaction 5e République par rapport aux faiblesses de la 4e. Je m'apprêtais à essayer de convaincre quelques amis de recréer, en partant d'une idée qui nous est chère à Jean Bourlange et à moi, un parti opportuniste. Et je pense qu'il aura maintenant un slogan, les opportunistes sont pour le bourguignon qui mijote. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à ce qui se passe du côté de l'Orient de l'Europe, où l'historien britannique Ian Kershaw s'inquiète de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne à l'heure où la montée d'un national-populisme dans tous les pays membres menace les fondements de la démocratie. Il déplore le retour de certaines formes de nationalisme, de xénophobie, de racisme et de tentations protectionnistes qui vont à l'encontre du projet européen tel qu'il s'est construit après la Seconde Guerre mondiale. Fin de citation. Le 16 janvier, le Parlement européen a voté à une large majorité une résolution dénonçant la détérioration de l'état de droit en Pologne et en Hongrie. Le lendemain, le président polonais Andrzej Duda, candidat en mai au nom du parti Droit et Justice, le PiS, au pouvoir, a lancé, je cite, « Ils ne vont pas nous dicter ici en langues étrangères quel régime nous devons avoir en Pologne et comment doivent être conduites les affaires polonaises. » En visite en Pologne, les 3 et 4 février, le président Macron a laissé de côté les sujets de discorde entre les deux pays, travailleurs détachés, OTAN, État de droit, Russie, pour effectuer un rapprochement après les années de tension. La France a besoin de la Pologne alors que le moteur franco-allemand est affaibli et que le Brexit a privé notre pays d'un partenaire géopolitique et militaire important. Le départ de notre allié britannique et l'éloignement des États-Unis forcent aussi la Pologne à revoir son approche et à considérer la France, rempart de l'islamisme en Afrique, comme un facteur de sécurité. Quant à la Hongrie de Viktor Orban, elle a dû répondre à de graves entorses à l'état de droit, notamment d'entrave à la liberté de la presse et à l'indépendance de la justice. Et après la suspension de son parti, le Fidesz, par le Parti populaire européen, le Premier ministre hongrois a fait mine de quitter de lui-même cette formation avant de préférer multiplier les contacts pour éviter l'isolement et essayer de trouver une autre famille européenne. Il sait que la transformation de la suspension du Fidesz en exclusion est bloquée par les droites françaises, espagnoles, italiennes, slovène et par les conservateurs de la CSU bavaroise. Il se garde de provoquer l'Union européenne, dont les fonds de cohésion lui sont indispensables, mais il s'affiche avec Matteo Salvini, Giorgia Meloni du mouvement souverainiste et anti-immigration Fratelli d'Italia et avec Marion Maréchal. En politique étrangère, il renforce ses liens avec la Chine, la Russie et Boris Johnson. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, on s'inquiète beaucoup, effectivement, de l'Europe centrale et orientale en disant, ça se dit en tout cas, ils n'ont même pas la reconnaissance du ventre parce que on a quand même beaucoup, l'Europe a beaucoup payé pour eux, les fonds sont extrêmement importants et voilà qu'ils ne respectent pas au fond les règles du jeu de l'Union européenne. Je pense que dans ces deux attitudes, tant d'un certain nombre de dirigeants de l'Europe centrale et orientale comme du discours du côté de l'Union européenne, on est quand même beaucoup dans des postures. Parce que ce qui est très net, tant chez Orban que chez les représentants polonais du PiS, que ce soit le président Duda ou que ce soit le Premier ministre aujourd'hui Morawiecki, sachant que effectivement derrière, dans l'ombre, il y a Kaczynski qui est sans doute l'homme qui tire un peu les ficelles, mais bon, néanmoins, je pense qu'on est aussi beaucoup dans les postures. Je me fais un peu l'avocat du diable en disant ça. Pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'on a des populations dans ces pays qui restent très favorables à l'Europe dans une grande majorité. Les partis favorables à l'Europe en Pologne ont fait plus de 8 800 000 voix.
c'est-à-dire 800 000 voix de plus que les partis comme le PiS. Et le PiS ne réclame pas, le parti de droit et justice, ne réclame pas de sortir du tout de l'Europe. On est donc dans une configuration très très particulière. Et quand on parle, si vous voulez, dans les populismes qu'on a, comme le dit cet historien britannique, sur l'ensemble de l'Europe, ils sont quand même différents, parce que on a pu avoir un populisme en Grande-Bretagne qui réclamait la sortie de l'Europe. On a eu un temps en France un populisme qui réclamait une sortie de l'Europe. Je pense au Rassemblement national qui se garde bien maintenant de le faire. En Italie, on se garde bien aussi de dire qu'on veut sortir de l'Europe, et aucun pays de l'Europe centrale et orientale ne veut réellement sortir de l'Europe. Donc, on n'est pas exactement dans la même configuration d'analyse, je crois, que ce que faisait l'historien britannique. Et je pense que je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas forcément d'élitement de l'Europe. Le succès du Brexit, qu'on peut aussi envisager, aura des conséquences importantes sur la logique, évidemment, de l'Union européenne. Mais je tiens aussi quand même à rappeler que les électorats des grandes villes, que ce soit Budapest, que ce soit Varsovie, que ce soit Cracovie, sont des électorats qui qui s'opposent au gouvernement qu'ils ont en ce moment dans leur pays, qui s'appuient sur une population rurale, âgée, inquiète, sur laquelle on joue de la menace de l'islam pour défendre une Europe très très chrétienne. Mais je pense que on n'est pas forcément dans une situation aussi grave, si vous voulez, qu'on veut bien le dire. C'est peut-être ma façon toujours plutôt optimiste de voir les choses. Je veux bien. Mais je pense que ces sociétés sont beaucoup plus complexes qu'on veut bien le dire, et qu'on n'a pas une lecture aussi simple, si vous voulez, d'avoir une Europe orientale qui s'éloignerait par déception, par souverainisme de ce qui serait l'Union européenne. C'est des discours politiques qui existent, mais moi je constate qu'on s'arrête toujours à la ligne rouge pour éviter que les choses se dégradent. On fait payer l'Europe en réclamant plus de fonds, effectivement, de cohésion. Orban, là-dessus, il a une certaine habileté. De la même façon, la Pologne va pouvoir, d'une certaine façon, jouer de la sortie d'un de ses alliés qui était le Royaume-Uni, parce que les Polonais sont dans une vision d'une économie très libérale, donc il a besoin, lui aussi, de se recomposer aujourd'hui, et on parle du triangle de Weimar qui serait effectivement Paris, Berlin, Varsovie, de façon à sortir de ce couple qui fonctionne mal en ce moment entre Berlin et Paris. J'y vois... Quand j'essaye de regarder les choses avec un peu de distance, j'y vois pas une situation aussi catastrophique, dans une fracture très forte entre un Ouest et un Est. Richard Verly ? Il y a quand même une vraie préoccupation quand on apprend, et c'est mon cas il y a quelques jours, que le Royaume-Uni, le Foreign Office, désormais convie les ambassadeurs du groupe de Visegrad, les 4 pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Pologne, à des briefings séparés de ceux des autres ambassadeurs de l'Union européenne. Et que ces ambassadeurs des pays de Visegrad ont commencé à accepter. Il semble que une démarche est en train d'avoir lieu, notamment à l'initiative de Paris, pour leur dire que ça ne se fait pas et qu'il faudrait arrêter ce type de rencontre. Mais on voit bien là où le Royaume-Uni notamment va être tenté d'enfoncer un clou qui pourrait avoir des allures de coin pour un peu dissocier l'Union européenne. D'autre part, je crois qu'il y a quand même des paramètres qu'on peut difficilement écarter, même si les nuances que Béatrice vient d'apporter sont très importantes. Premièrement, les partis dont on parle, en tout cas pour la Pologne et la Hongrie, sont des partis vainqueurs. Ils ont remporté les élections. Ça les met quand même en position de force, notamment face à Emmanuel Macron. Je ramène à la première partie de l'émission, qui lui est en position pour le moins délicate, même si son image à l'étranger continue d'être bonne. Deuxièmement, la France parle, et sur beaucoup de sujets européens, parle bien, ou dans un sens qu'on peut juger cohérent, mais cette France n'obtient pas de résultats.
Et ça, c'est une difficulté pour Emmanuel Macron. Il y a cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui va se mettre en place, qui est supposée réfléchir à l'avenir de l'Union européenne post-Brexit. On ne voit pas pour l'instant sur quel plan la rhétorique d'Emmanuel Macron obtient des gages et obtient des résultats. Donc, un président français qui se mettrait de plus en plus à être un peu le péroreur en chef, qui parle beaucoup sans obtenir de résultats, je ne crois pas que ces pays lui accorderont beaucoup d'importance. Enfin, il y a un troisième point qui est l'OTAN. Et là, moi, je suis de l'avis que l'entretien d'Emmanuel Macron à The Economist avant le sommet de l'OTAN qui a eu lieu en décembre, lui a en réalité fait beaucoup de mal. Il a pensé, et peut-être est-ce juste du point de vue de l'analyse, qu'il était le bon moment, que le moment était venu d'exposer les divergences au sein de l'Alliance et d'exposer le fait que cette Alliance n'a plus grand-chose en commun, en ce sens que le parapluie américain est un parapluie avec de plus en plus de trous, c'est un parapluie de plus en plus cher, et qu'il faudrait réfléchir aux nouvelles menaces que sont le terrorisme et autres. Sur le fond, il peut avoir raison, mais l'avoir dit de cette manière, l'avoir dit à la veille du sommet de l'OTAN, alors que cette alliance reste pour les pays dont on parle un socle absolu, un bouclier absolu. Ils sont prêts à payer la police d'assurance la plus chère du monde pour continuer d'être assurés chez M. Trump et aux États-Unis. Je crois que c'était quand même une erreur stratégique de s'être lancé sur ce terrain sans avoir la moindre idée de la solidarité dont il pourrait bénéficier. Et on l'a vu au sommet de l'OTAN, aucun chef d'État ou de gouvernement européen n'est venu à l'appui d'Emmanuel Macron. Nicolas Bavrez. Le dilemme européen est maintenant très très compliqué. Donc, première donnée, après le Brexit, et plus que jamais, l'unité est importante puisque l'intérêt de l'Europe, c'est d'avoir cet ensemble de 450 millions de citoyens face aux empires qui sont en train de dominer le 21e siècle. Deuxième élément du dilemme, pour résister au Brexit, par ailleurs, il faut repenser l'Europe et il faut en faire une puissance et donc ne pas faire seulement du droit du marché et des subventions, mais de la souveraineté et de la sécurité. Et par ailleurs, les difficultés sont réelles, le vieillissement, la japonisation de l'économie, la pression de la guerre commerciale et technologique, et la polarisation des sociétés. Mais surtout, la troisième partie du dilemme, et c'est pour ça que ce voyage en Pologne était très important, c'est que je crois que le problème posé par la Pologne ou la Hongrie, ou maintenant tout l'ensemble des pays du groupe de Visegrad, c'est moins un problème de subvention européenne qu'un vrai problème de principe. C'est là où il faut bien comprendre qu'on a changé de monde, que le populisme n'est pas là pour passer, que c'est pas une parenthèse, que ce n'est pas un accident de l'histoire. On a clairement au sein même de l'Europe un projet alternatif, non pas seulement pour l'Europe, mais pour la gestion des pays. Et il y a un choc, mais qui est un vrai choc politique et idéologique, entre la démocratie libérale, qui d'ailleurs ne se limite pas aux pays du groupe de Visegrad, puisque, comme on l'a rappelé, l'Italie de Salvini et de Fratelli d'Italia est exactement sur cette pente, et la démocratie libérale. Et la démocratie illibérale est un vrai projet. Au plan des idées, c'est nationalisme, protectionnisme et xénophobie. Et au plan de la gestion du pays, c'est prise en main, en fait, suspension de l'état de droit ou désarmement de l'état de droit et prise de contrôle de l'économie par des oligarques, de l'université, des médias et l'encadrement de l'opposition. Et en fait, là encore, le désarmement du pluralisme. Donc, il y a un vrai projet politique, il y a un vrai projet institutionnel, et celui-là, il est vraiment mortel pour l'Europe. Donc, la vraie contradiction, c'est comment est-ce qu'on essaye de garder l'unité alors qu'on a maintenant une vraie guerre politique et idéologique au sein de l'Europe. Et c'est pour ça que la Pologne est un pays très important, parce que d'abord, c'est 38 millions d'habitants, c'est le principal pays de la partie orientale du continent, et que la Pologne est elle-même, on le voit très bien, tiraillée entre une Europe qui lui permet d'avoir son développement économique et qui l'a ramené dans des nations souveraines néanmoins, et puis de l'autre côté, un modèle, paradoxalement, il y a la détestation de la Russie, mais l'évolution intérieure sur la démocratie libérale est pas si loin, c'est une version dégradée de la démocrature russe. Donc,
on voit que le jeu à jouer est extrêmement compliqué. On a besoin de cette partie de l'Europe pour échapper à la paralysie actuelle et au blocage du couple franco-allemand. Et en même temps, on bute très vite sur ce problème des valeurs, qui a été bien rappelé par le fait que dès qu'Emmanuel Macron est rentré, eh bien, en fait, le gouvernement polonais a pris une nouvelle mesure liberticide vis-à-vis de la justice. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Je crois que ce qui a été dit est très important. D'abord, il faut que l'Union ne peut pas transiger sur ses valeurs. Et donc, il faut être très clair. Le problème de la Hongrie d'Orbán, c'est pas le mur, c'est la démocratie libérale. Et il faut être intransigeant là-dessus. Et en revanche, ce qui a été rappelé, c'est qu'il y a une carte qui est très peu jouée, c'est la carte des sociétés civiles. Et c'est par là qu'on peut essayer de rattraper cette Europe centrale et orientale, parce que ce qu'on voit très bien, et d'une certaine manière, c'est les mieux placés, quand même, s'il y a des gens qui devraient mesurer que la liberté politique a une vraie valeur, c'est bien ceux qui sont sortis de l'orbite soviétique. Et donc, je pense que c'est là-dessus, et à partir, mais donc c'est beaucoup plus sur la politique aujourd'hui que simplement sur l'économie et les subventions qu'on peut essayer de surmonter ce dilemme européen. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec la façon dont Nicolas pose le problème. Je crois que quand on dit est-ce qu'il faut prendre des sanctions contre la Pologne, contre la Hongrie, c'est très superficiel comme approche. La réalité est beaucoup plus fondamentale. Le respect de la démocratie, de l'état de droit, du pluralisme, de ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est l'ADN de l'Union européenne. C'est là-dessus qu'on s'est construit dès 1950 face à l'Union soviétique et face aux dictatures du Sud. C'est pas par hasard que Franco, Salazar ou Tito ou les colonels grecs ne sont pas rentrés dans le marché commun, alors qu'ils faisaient partie, enfin au moins pour certains d'entre eux, ils faisaient partie de l'Alliance européenne de libre-échange organisée par les Britanniques. Donc on a cette affaire-là qui est exiger le respect de cela, c'est se brouiller avec les nouveaux venus et faire preuve d'arrogance ou de donneur de leçons, ce qui est de plus en plus l'image que donne la France. Mais renoncer à ce discours, ce que fait actuellement Emmanuel Macron en parlant comme il parle aux Polonais, c'est se contredire, c'est être dans une situation où nous ne savons plus du tout ce que nous combattons, ce pourquoi nous combattons, ce sur quoi nous nous réunissons et ce que nous défendons par rapport à un univers, que ce soit la Russie, l'islamisme, la dérive trumpienne, les Chinois, etc., qui est radicalement, plus ou moins radicalement, mais assez profondément étranger à ce que nous sommes. Donc on joue un problème d'identité sur cette affaire-là. Alors c'est très délicat. Alors il me semble qu'on le joue mal. Et notamment, on n'a pas fait la distinction qui est difficile à faire, surtout dans les temps de boboïsme et de boboïsme, c'est réducteur, mais en les temps d'émancipation de la société civile, etc., que nous vivons. La distinction, c'est entre le conservatisme. Nicolas y a fait d'allusion à propos c'est entre le conservatisme de pays qui est, au bout du compte, admissible. Il est absolument logique, illicite de dire, enfin illégitime de reprocher à Orbán d'avoir une politique stricte de contrôle des migrations. C'est une option parmi d'autres, et elle n'est pas, selon la façon dont elle est gérée, elle n'est pas nécessairement contraire à nos valeurs. Je rappelle que quand on a construit l'Europe, bon, évidemment, je suis totalement favorable à l'avortement et tout ça, mais la plupart des pays étaient dans une situation où l'avortement était interdit, où la condamnation, la peine capitale était autorisée. Je me rappelle que Philippe a rappelé un jour que Edgar Faure, notre ami Edgar Faure, si je puis dire, cette grande conscience occidentale, avait voté contre l'abolition de la peine de mort. Donc il y a tout un pan assez réactionnaire, auquel je ne me reconnais pas du tout, mais ce sont des pays qui n'ont pas du tout le même degré d'acculturation des valeurs du progrès que nous. Et là, et on a mélangé ça avec une seconde chose qui est beaucoup plus fondamentale pour qu'on fonctionne ensemble, qui est le respect des principes démocratiques. La liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté constitutionnelle, l'indépendance de la justice, etc. Et donc on a joué ça. Et puis la troisième chose qui est quand même terrifiante, c'est que nous sommes complètement confus les uns et les autres. L'Est de l'Europe
et nous sommes complètement confus sur le plan géopolitique. Les Polonais participent, comme le rappelle Richard, à des conciliabules séparés avec les Britanniques. En même temps, le Brexit s'est fait sur le thème « les Polonais dehors ». Donc on est dans un... Alors les Polonais ont l'habitude, hein. Ils font toujours tous les trucs. Ils étaient pro-nazis jusqu'en 1938. Ils ont bénéficié des accords de Munich. Ils ont profité pour prendre un petit bout de Tchécoslovaquie. Ils sont contre les Russes, contre les Allemands, contre les Français, contre l'Union européenne, et ils sont pour l'Alliance Atlantique, dont ils attendent la garantie suprême, alors que le président des États-Unis a été à 2 doigts de dénoncer la fin de l'article 5 de solidarité à l'intérieur de l'OTAN. Donc, ils ont vraiment l'esprit confus, et ils sont incapables de prioriser. Raymond Aron disait toujours, en politique, on ne choisit pas ses amis, on choisit ses ennemis, et eux, ils ont trop d'ennemis, et ils n'arrivent pas à choisir leurs amis. Mais nous-mêmes, nous sommes en contradiction. Qu'est-ce que nous savons, et en contradiction pour des raisons objectives. Nous regardons la Russie. Géopolitiquement, il y aurait logique à nous rapprocher de la Russie si on considère que le grand danger, c'est le danger chinois. D'ailleurs, les Américains sont comme nous, ils savent pas très bien comment faire. Alors, les jours pairs, on est contre la Russie, les jours impairs, on est pour la Russie, et en Pologne, parce que sur le plan démocratique, c'est intolérable d'accepter la façon dont ça fonctionne en Russie, etc. Donc, nous sommes vraiment très mal partis, et je le dis avec tristesse, je pense que la grande pieuvre européenne qui est censée enserrer la vie des peuples et des citoyens est en réalité, aujourd'hui, un calamar plat. C'est sur cette analyse zoologique de la situation que je vous propose de passer à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir. Comme on sait, il se passe des choses après le Brexit, il se passe des choses en Irlande, où les partisans de l'unification commencent à montrer le bout de leur nez, et avec un certain écho. Et il se passe en Écosse aussi un certain nombre de choses, où les partisans de l'indépendance, qui déjà étaient nombreux lors du précédent référendum, semblent appelés à devenir plus nombreux encore. C'est peut-être le moment de lire l'histoire de l'Écosse de Michel Duchin, qui a paru d'abord chez Fayard, puis qui a été réédité en texto, et réédité et augmenté, puisque c'est l'histoire de l'Écosse des origines à 2013. Le moins qu'on puisse en tirer, c'est vraiment un pays qui montre que l'histoire est en effet faite de bruit et de fureur, mais là, en l'occurrence, elle n'est pas racontée par un idiot, et on en retiendra beaucoup de choses sur les spécificités de l'Écosse, mais aussi au fur et à mesure, il me semble, en tout cas en ce qui me concerne, on est frappé par la différence entre l'Écosse et l'Angleterre. Béatrice Gibelin. Moi, ce sera le dernier ouvrage de Benjamin Stora, Retour au pluriel d'histoire, l'Algérie après Bouteflika. C'est un livre court, très facile à lire, mais qui, je pense, est extrêmement utile pour qu'on comprenne bien dans cette histoire post-indépendance de l'Algérie, comment ce qui est maintenant reconnu comme une indépendance confisquée, et qui explique l'importance des mouvements qui se passent en Algérie maintenant depuis le 22 février, ça fera 1 an, que tous les vendredis, sans exception, on a un certain nombre de manifestations avec un certain type de slogans qui sont extrêmement intéressants. Et Benjamin Stora, qui est un très bon connaisseur évidemment de l'Algérie, rappelle et explique pourquoi aujourd'hui on a ces mouvements essentiellement menés par la jeunesse, mais pas seulement, dans lesquels sont pris comme, on va dire, emblème, symbole des grands résistants âgés aujourd'hui, plus de 80 ans, mais qui ont résisté très tôt à la mainmise par l'armée sur le pouvoir en Algérie. C'est un livre que je trouve pour ma part très utile, et qui, au moment de questions mémorielles qui préoccupent notre président, je lui conseille fortement de lire Retour d'histoire. Nicolas Bavrez. Toujours dans le fil de la mémoire, à la rencontre de l'histoire et de la politique, le film de Sam Mendes, 1917, qui est vraiment extraordinaire, et sur le plan de la forme et sur le plan de la puissance
d'évocation de cette bataille de la Somme, à partir d'ailleurs des souvenirs du grand-père de Sam Mendes, Alfred Mendes, qui a été engagé dans cette bataille avec les fusiliers britanniques. Et puis, une recommandation, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup d'insultes et de violences, y compris contre la personne du chef de l'État, c'est le livre d'Olivier Beau, La République injuriée, histoire des offenses au chef de l'État de la 3e à la 5e République. C'est absolument passionnant parce que c'est une revue de 3 républiques et du régime de Vichy au filtre de cette incrimination de l'offense contre le chef de l'État. Donc, assez vite, la 3e République, ça diminue en même temps que les pouvoirs du président s'effondrent. Évidemment, c'est remis en route par Vichy. Et puis, sous De Gaulle, on a le choc avec l'extrême droite. Et enfin, c'est François Hollande qui décide de supprimer cette incrimination. Et peut-être Emmanuel Macron est-il en passe de regretter cette disparition. Richard Verlet. Un livre pour comprendre les coulisses de l'Europe, et en l'occurrence les coulisses grecques. C'est celui que Fabien Perrier vient de consacrer à Alexis Tsipras aux éditions François Bourin. Très intéressante. Tsipras, comme vous le savez, a perdu les dernières élections. Le gouvernement grec est maintenant conservateur, dirigé par Mitsotakis. Mais il montre bien une chose qui fait réfléchir au regard de ce qu'on vient de dire, c'est comment Tsipras a cru aux promesses françaises, notamment, vous savez, la France s'est faite l'avocate de la Grèce. Elle a notamment permis à la Grèce d'obtenir des sursis, différents plans de financement, etc. Et Tsipras a beaucoup cru qu'il bénéficierait de l'appui de la France, notamment en ce qui concerne la Macédoine du Nord, puisqu'il a négocié avec l'ancienne République fédérale yougoslave de Macédoine pour obtenir cette nouvelle dénomination qui pose problème. Et in fine, vous savez qu'Emmanuel Macron est venu avec son refus de l'élargissement et le refus d'admettre la Macédoine du Nord comme un candidat. Et on voit bien comment un gouvernement d'un pays ébranlé comme la Grèce, entend les appels du pied français, mais quelquefois se retrouve à mesurer que la France n'a plus la capacité d'antan et n'est plus le levier du passé. Jean-Louis Bourlanges. Moi, je voudrais recommander la note qui a été publiée par l'Institut Montaigne et qui est due à la plume d'un très bon économiste, qui est Éric Chanet, sur comment l'Europe peut faire basculer le monde vers la décarbonation, et qui est une défense et illustration de la taxe carbone ou d'un système d'ajustement carbone. Il y a beaucoup de variantes à cela. Et je crois que c'est très éclairant dans le débat actuel, car on a là un véritable choix politique. C'est-à-dire que parmi toutes les mesures importantes, négligeables, etc., qu'on vous propose pour lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique, Chanet nous dit, là, il y a une voie qui est décisive, qui est plus importante que d'autres. D'autre part, c'est un choix libéral. Au lieu d'emmerder le monde, comme dirait le président Pompidou, d'emmerder les Français, comme dirait le président Pompidou, on crée une situation économique, c'est-à-dire que le coût du carbone est tel que ça devrait amener logiquement, et ça marche un peu partout, les acteurs économiques à modifier leur comportement. Et en plus, c'est un choix géostratégique. Nous sommes responsables pour 10% des émissions de carbone, donc nous ne sommes pas grand-chose. Mais en tant que marché, l'Europe est décisive. Et à partir du moment où on met en place un système qui oblige les importateurs chez nous de biens étrangers à appliquer la même taxe, eh bien, ils seront conduits à modifier leur affaire. Si l'Europe voulait avoir une réalité et cesser d'être ce calamar plat dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut qu'elle lise et qu'elle applique la note d'Éric Chanet. Merci. Sur les injures au chef de l'État et les injures en général, j'ai été amené à faire remarquer l'autre jour à quelques parlementaires que finalement, j'étais très bénin dans leurs apostrophes par rapport à ce que c'était avant. Je me suis souvenu après de cette apostrophe de Léon Daudet, qui était à l'époque député de Paris, disant au président de l'Assemblée, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez... Il y avait un orateur. Est-ce que vous pourriez me prêter notre collègue le jeudi après-midi? Je pense qu'il amuserait les enfants. Merci donc à Nicolas Tourneau qui assure notre site, à Benoît Carré qui assure le compendium, à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Adrien Beccaria qui l'a enregistré au studio L'Arrière-Boutique pour Nouvelles Écoutes qui nous produit et qui est dirigé par Julien Neuville. La semaine prochaine,
nous profiterons des vacances pour nous instruire et nous aurons le plaisir de recevoir Sylvie Berman qui jusqu'à la fin de 2019 était ambassadeur de France à Moscou. C'est donc autour de la Russie que l'émission de la semaine prochaine tournera. À la semaine prochaine donc, n'oubliez pas que 30 € par mois défiscalisés, ça ne coûte que 10 €. À bientôt.